affine déjà sa stratégie pour s'imposer. Avec nous, 4 invités pour nous dire si les politiques savent trouver les bons mots dans la tempête. Reportage. En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Henri Guénaud, donc bienvenue. Mickaël, donc bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Guénaud. Bonjour. J'ai regardé évidemment comme beaucoup de gens des paroles et des actes hier soir. Comment se fait-il, ou plutôt comment vous expliquez la confiance qui semble-t-il habite Nicolas Sarkozy encore? Il a fait preuve de beaucoup de cran, c'est pas de la flagornerie, alors que les sondages lui sont encore ce matin extrêmement défavorables. Ça vient d'où ça? Ça veut dire que les sondages, ça n'a aucun sens? Il ne les regarde pas? Non, je pense que dans une phase comme celle-ci, dans un entre-deux-tours de présidentielle, où le jeu n'est pas fermé par le premier tour, puisque la gauche ne fait pas un total de voix suffisant pour être sûr de gagner. Il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a de place que pour le combat, que pour la campagne. Si vous doutez, vous restez chez vous. Il n'y a pas de place pour les états d'âme non plus, Non, de la part des membres de l'UMP qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans la ligne Et je sais pas, politique. ils sont où les gens qui ne se retrouvent pas dans la ligne politique? Vous les avez, ils sont venus s'exprimer dans votre studio, sur des plateaux de télé, dans les journaux. Où sont-ils? Non, mais on a comme vous une certaine expérience de la vie politique. Il y a une chose qui est assez frappante, c'est qu'il y a effectivement cette détermination. Et en même temps, meeting après meeting, même s'il y a beaucoup de gens autour de Nicolas Sarkozy, on a le sentiment, alors vous allez me dire un sentiment ça veut rien dire, mais après tout, vous êtes vous aussi un grand sentimental, qu'il est un peu seul. C'est-à-dire que les gens sont là, mais peut-être un peu... Ah non, ça vous pouvez pas dire ça. Dans les meetings, je n'ai jamais vu des réunions publiques où règne autant de ferveur. Donc il y a des milliers... Mais je parle pas des gens, moi je parle de l'entourage. Non, mais l'entourage, vous savez, c'est toujours une élection présidentielle, c'est toujours un homme ou une femme seul qui va à la rencontre des Français. Voilà. Les entourages, ça ne compte pas. Alors, c'est mieux évidemment d'être soutenu par ses amis. Enfin, ça me semble être le cas. La preuve, je suis là ce matin. Voilà. Donc vous n'avez pas ce sentiment, une certaine forme de solitude dans la campagne? Non, il y a toujours la solitude, comme il y a la solitude de l'homme d'État quand on est à la tête de l'État, il y a aussi une forme de solitude du candidat. Parce que tout repose sur lui. C'est lui qui va être jugé. C'est sur son nom que les Français vont se prononcer, sur sa vision de l'avenir, sur sa façon d'être. Bon, donc il y a toujours une solitude de l'homme d'État et une solitude du candidat, mais il ne fait pas cette campagne tout seul. Encore une fois, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui se précipitent dans les meetings avec une ferveur qu'on n'avait jamais vue et avec une affluence qu'on n'avait jamais connue. Bon, donc, quand il fait des prestations à la télévision ou à la radio, il est écouté par beaucoup de monde. Il y a des succès d'audience, des records d'audience. Donc, il se sent pas seul du tout, même si intérieurement il est seul face à son destin, il se sent pas seul dans cette campagne. Depuis maintenant plusieurs semaines, il y a de multiples propositions. Il y a celle qui vient d'intervenir, qui demande à nos grands partenaires, à un moment ou à un autre, de respecter les règles de la mondialisation. Autrement, la préférence européenne sera appliquée pour les marchés publics. Alors, on entend ces propositions tous, Mickaël, ceux qui nous écoutent ce matin, évidemment, vous, puisque vous les connaissez. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a deux choses qui compte seulement, c'est dans la campagne, c'est-à-dire effectivement les relations avec le Front National, le chômage et la personnalité du président. Comment on en est arrivé là? Ou est-ce que vous avez le sentiment justement que c'est une vision étriquée que de ne retenir que ce triptyque? Je crois que ce n'est pas exact. Évidemment, le chômage, on en parle ce matin, d'abord parce que c'est un drame, le chômage. On en parle parce que les chiffres viennent de sortir. Enfin, qu'on parle du chômage, ça me paraît naturel. On en parle plus aujourd'hui. On en parle pour lui reprocher les chiffres. Et de s'être engagé notamment sur la baisse du chômage. On en parle pour lui reprocher les chiffres. Si le problème du chômage n'était pas aussi dramatique, ça serait presque ridicule, ça serait presque comique. Que se passe-t-il ailleurs? Moi, je suis frappé dans ce monde, je sais bien, de règne de scepticisme, l'ironie permanente, par le fait qu'on ne peut pas parler de la crise. C'est-à-dire, dans cette campagne, les socialistes occultent la crise, les médias ricanent, enfin les journalistes ricanent quand on dit « oui, mais il y a eu la crise », mais c'est un fait. Est-ce que tout le monde se rend bien compte de ce à côté de quoi nous sommes passés, du gouffre que nous côtoyons tous les jours? Est-ce que tout le monde se rend bien compte de la gravité, de l'ampleur des crises qui se sont succédées depuis 2008? Oui ou non? Bon, mais c'est justement ça le sens de la question. Oui, c'est comment fait-il que cet argument que vous reprenez ce matin, probablement avec raison, est un argument qui
qui visiblement n'imprime pas. Mais c'est toujours difficile d'abord de dire à des gens qui souffrent, qui sont chômeurs ou qui ont peur du chômage, de leur dire oui mais c'est pire ailleurs. C'est vrai, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne fait pas le concours du pire. Néanmoins, c'est la vérité et il est important de la dire, de la répéter cette vérité. La vérité c'est que Nicolas Sarkozy a empêché un désastre. Il n'a pas empêché pour autant que la crise ait des effets, simplement il a protégé les Français parce que ces effets sont moindres qu'ailleurs. Mais imaginez qu'on puisse demain résoudre les problèmes des Français sans avoir une claire conscience de ce qu'a été la crise et de ce qu'elle est encore, est une folie. C'est une folie. On ne peut pas résoudre les problèmes des Français si on n'a pas conscience de ce qui s'est passé et de ce qui est en train encore de se passer. Voilà. Personne ne résoudra tout seul la question du chômage et du pouvoir d'achat. Mais s'il ne s'était pas battu, et il a tenu de ce point de vue ses engagements, comme un forcené tous les jours pour protéger les emplois des Français, les économies des Français, le pouvoir d'achat des Français, tout se serait effondré. Voilà la vérité, il faut la dire. Alors, il ne faut pas dire qu'on est satisfait de la situation présente. Henri Guénaud. Michael Zamès. Il y a depuis une semaine, depuis les résultats du premier tour, un glissement sémantique, on le sent bien. Où sont passés vos discours sur la République, sur la France, sur l'Europe, et je pense notamment au discours de la Concorde, dont vous étiez évidemment... C'est pas vieux, hein, ça a 10 jours. Ça a 10 jours, mais où sont passés justement cette France d'Aimé Césaire et de Victor Hugo que vous citiez depuis une semaine? On est loin du compte. Ah bon, vous trouvez? Il y a un glissement sémantique vers les thèses du Front National. On a sur l'immigration, sur l'assistanat, ça n'a plus rien à voir. Il en parlait avant de l'immigration. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le temps a changé? Non, attendez. Est-ce que depuis dimanche, il a ajouté une mesure insupportable pour un républicain sur l'immigration? On sent bien que le ton quand même a changé, Henri Guénaud. Non, mais le ton a changé. Vous avez assez d'expérience. Entre les deux tours des élections présidentielles, c'est toujours plus tendu. Le ton est toujours... Il y a une dramatisation plus grande parce qu'il y a une confrontation entre deux personnalités et un enjeu formidable. Donc c'est toujours et il y a des voix du Front National à aller chercher. Mais a-t-il ajouté une mesure pour draguer, séduire, aller chercher les électeurs du Front National? A-t-il changé ses mots? A-t-il changé ses propositions? A-t-il changé son système de valeurs? C'est ce que dit la gauche. Mais la gauche, oui, évidemment, la gauche, si vous voulez qu'elle dise que Nicolas Sarkozy a été le meilleur homme d'État du XXIe siècle, même du XXe siècle, voilà, mais si la gauche était Sarkozy, ça se saurait, elle voterait pour Nicolas Sarkozy et pas pour François Hollande. Donc, n'allons pas chercher les arguments. Donc le ton est normal pour vous? Oui, le ton est normal, celui de tous les entre-deux tours de campagne. Tous, vous pouvez regarder ce qui s'est passé dans le passé. Mais je dirais, vous savez, c'est Malraux en 65 contre François Mitterrand, quand François Mitterrand est au second tour des élections présidentielles contre le général de Gaulle. Il dit, c'est quand même curieux de voir accuser de mettre en danger la République un homme qui l'a sauvé 2 fois par ceux qui n'ont jamais rien fait pour elle. On pourrait reprendre une partie du discours aujourd'hui. Question, je reviens sur ce thème évoqué par Michael. Vous, le séguiniste historique, la stratégie Buisson, est-ce que c'est une stratégie qui vous va finalement? D'abord, je ne sais pas ce que c'est que la stratégie Buisson. D'abord, par exemple, hier dans Libération, Luc Ferry disait, au fond, qui quand même depuis des années a défendu, sauf peut-être ces dernières semaines, la politique de Nicolas Sarkozy, il dit l'erreur fondamentale du positionnement politique d'aujourd'hui, même si effectivement il y a la crise et que c'est extrêmement dur, c'est cette stratégie. Mais d'abord, pour moi, je sais que ça dérange les observateurs. Depuis toujours, je pense que la politique, et en particulier l'élection présidentielle, ça n'est pas une affaire de stratégie, c'est une affaire de conviction qu'il faut faire partager au plus grand nombre possible de Français. Une élection présidentielle, ça se résume à une seule question: comment toucher la raison et le cœur des Français? Voilà, il n'y a pas de stratégie, il y a à faire partager les valeurs, la vision du monde, de l'avenir que l'on porte. Voilà, c'est un homme qui va à la rencontre des Français avec ses convictions, ses valeurs, sa vision de l'avenir. Voilà ce que c'est qu'une élection présidentielle. Donc il n'y a pas de stratégie de la droitisation. Mais où est la droitisation? Mais je vous pose la question. Vous dites c'est guigniste, gaulliste. Oui, mais j'assume tout ça, bien sûr. Moi, je suis pas un défaut. Pas du tout, pas du tout. Je revendique même cette étiquette, même si je ne veux pas faire parler ceux qui sont disparus, ni le général de Gaulle, ni Philippe Séguin. Mais
enfin, où est le problème? J'ai pas dit que c'était un problème. Non, mais où est la droitisation? Oui, on parle de l'immigration, on parle de la nation, on parle de la responsabilité, on parle de l'autorité, on parle de la sécurité, on parle aussi des délocalisations, du libre-échange, de l'Europe, de la récession, de la crise. Où est la droitisation? Est-ce que ce sont des sujets dont on ne peut pas parler? Moi, je me bats depuis 20 ans pour qu'on puisse en parler. Voilà, et je pense que c'est lorsqu'on n'en parle pas qu'on fait le jeu des extrêmes et qu'on va vers le pire. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a mis au cœur de sa campagne? Chirac en 95 avait mis la fracture sociale. Nicolas Sarkozy en 2007 avait mis le travail. Aujourd'hui, il a mis la question des frontières. Pas du tout comme des barrières, mais comme des repères, comme des limites, comme un moyen de se protéger. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on tente d'effacer les frontières, qu'on n'en parle plus, qu'on les a expulsés du débat politique et de la politique en Europe et en France. Eh bien, Nicolas Sarkozy dit, mon expérience, après 5 ans à la tête de l'État, après 4 ans de crise, qui sont en train de nous montrer à quel point nous sommes engagés dans des impasses. Donc il a changé là aussi sur ce thème-là. Il faut remettre. Enfin, il a changé comme beaucoup de responsables politiques. Non, il a changé. Oui, enfin, il a changé. Il a toujours parlé de la nation, même en 2007. On a beaucoup parlé de la France, vous l'avez rappelé, de la nation. Mais la question des frontières est une question qu'il a décidé de mettre au centre de son projet. Son projet, c'est remettre d'abord et avant tout les frontières au cœur de la politique, au cœur des politiques publiques. Mais c'est pas un problème d'extrême droite, c'est même pas un problème de droite. Il y a un très joli petit livre l'année dernière de Régis Debray, qui n'est pas quand même le penseur de la droite ni de l'extrême droite, qui s'appelle Éloge des frontières. C'est une question majeure. C'est ça qui va faire la différence entre les 30 ans qui viennent de s'écouler et les 30 ans qui arrivent. Dans le monde entier, les frontières sont au cœur de la politique, sauf en Europe. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, c'est un problème central dont découlent tous les autres problèmes en Europe et en France. Henri Guénaud, une petite question, et après je donne la parole à Michael Zemès sur la façon, j'allais dire, puisque c'est un combat, vous l'avez dit vous-même, même si c'est un combat de conviction, d'attraper, entre guillemets, François Hollande. On a l'impression que depuis le début de la campagne, vous n'y arrivez pas. Alors il a été arrogant, il était bon à rien, il était faible, il a laissé friter. Puis arrive le débat mercredi prochain, on a le sentiment, alors encore une fois c'est une impression, que d'une certaine manière, la majorité n'arrive pas vraiment à le prendre en défaut. Est-ce que c'est un sentiment ou simplement une impression? Est-ce que c'est une réalité qui a été sous-évaluée? C'est une réalité qui d'ailleurs a affaibli le débat démocratique. C'est pas de le prendre en défaut. C'est juste que François Hollande, depuis le début de cette campagne, fuit le débat. Toute forme de débat. On me dit, mais il a un projet, et puis Nicolas Sarkozy a mis du temps à donner le sien, mais le projet de François Hollande, c'est un projet fuyant, c'est un projet furtif. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a matière à débat sur quelque chose, il s'enfuit, il change de formule. Regardez les retraites. Alors, les retraites, il me dit, on va abolir la réforme des retraites. Bon, tout le monde se dit, ça va coûter très très cher. On arrive sur un plateau, on lui dit, ça va coûter 15 milliards en 2017, chaque année. Voilà. Ah, non, finalement, c'est pas, j'abolis pas la réforme des retraites, je ne l'abolis que pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans. Bon. Et puis je regarde son clip de campagne pour le premier tour, où il dit tous ceux qui auront suffisamment cotisé à 60 ans pourront partir à 60 ans. Ce qui veut dire abolir la réforme des retraites. Donc on n'y comprend plus rien. C'est le programme furtif. Il n'y a qu'une chose qui reste absolument intangible, c'est le vote des immigrés. Ben voilà au moins un sujet dont on peut parler avec lui, puisque là, il n'a pas changé d'avis. Henri Guénaud, qu'est-ce qui permettra à Nicolas Sarkozy de mettre KO son adversaire? C'est son expression lors du débat de mercredi prochain. Vous l'avez entendu dire ça sur un plateau de télé? Non, mais ça a été dit dans les journaux. Mais vous savez, moi, je ne peux plus faire des débats publics dans lequel on passe son temps à commenter des remarques que quelqu'un a entendues. Qu'est-ce qui permettra de faire battre François Hollande lors de ce débat? Non, c'est pas un match. Voilà, ça n'est pas un match, ça n'est pas un match de boxe, ça n'est même pas un match de foot, parce que dans un match de foot, c'est la qualité respective des équipes qui décide du sort du match.